Bon ben c'est parti pour un nouvel update lecture. Alors aujourd'hui j'ai 2 graphiques à vous présenter et 4 romans et je pense que je vais le mettre dans le titre de la vidéo. Je pense que c'est peut-être le meilleur update lecture que j'ai jamais fait parce que les lectures que je vais vous présenter sont quasiment toutes des coups de cœur. Alors, pour les graphiques, j'ai lu le 14e tome de The Promised Neverland. Alors, je vous avoue que ça fait un an que je l'ai lu, donc je ne sais plus trop, mais je sais que là, on part sur quelque chose, j'ai l'impression de dire à chaque fois la même chose, de complètement différent. On en apprend un peu plus sur cet univers qui est absolument sordide. Oui, c'est ça, en fait, là, ça part carrément carrément dans une autre direction. Et j'aime toujours autant les 3 personnages principaux. On suit également d'autres enfants, mais voilà, on suit surtout Ray, Emma et Norman. Enfin, Ray et Emma, parce que Norman c'était au début. Et c'est toujours très sympa, et c'est toujours aussi gore, évidemment. J'ai lu également le 4e tome des Carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage. J'ai pas dit de qui était The Promised Neverland, parce que c'est toujours marqué Keishirei Pousse Kademosi. J'ai galéré à trouver ce 14... Enfin, galéré oui et non, à trouver ce 4e tome parce qu'il n'est plus édité. C'est très bizarre, il est plus trouvable. Moi, je l'ai trouvé dans une espèce de Leclerc Culture ou quelque chose comme ça. C'était le seul exemplaire et après, il fallait attendre des mois et des mois, donc j'étais trop contente de le trouver. J'aime toujours autant les aventures de Mao Mao, qui est donc clairement dans la lignée des enquêtes, hein, là, c'est confirmé. Et qui va vivre un changement dans son histoire, dans l'histoire de la cour intérieure dans ce tome-ci. Après, c'est un peu compliqué, je sais pas par quel livre commencer, parce que, alors il y a 2 coups de cœur, et il y a pas loin du coup de cœur, donc je vais commencer par celle qui est peut-être moins le coup de cœur dans l'ordre des coups de cœur. J'ai lu le 1er tome de Son espionne royale de Rice Bowen. C'est Son espionne royale mène l'enquête chez La Bête Noire, chez Robert Laffont. Je vais essayer d'en dire pas plus que ce qui a marqué dans la 4e de couverture. Donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugénie, qui est la fille du duc de Glengarry et Rannoch, qui est donc la 34e héritière, 34e héritière du trône britannique. Et on va la suivre à Londres en 1932. Elle vit avec son frère et sa belle-sœur, qui est dans un domaine, sa belle-sœur qui est absolument infecte. Pas tout de suite, mais on comprend très vite que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas forcément avoir Georgie dans son entourage. Et la jeune femme va se retrouver donc à la merci du bon vouloir de sa belle-sœur et de son frère. Et elle va être... elle comprend... en espionnant, son espionne royale, c'est pas encore l'espionne royale, mais elle entend en fait qu'elle va être mariée, qu'on a envie de la marier à un jeune prince, auquel elle n'a pas du tout envie d'être mariée, à un prince d'ailleurs, je sais même plus s'il est jeune. Elle n'en a pas du tout envie, donc elle décide sous un prétexte bidon de partir à Londres dans une des maisons familiales. Et quand elle est dans cette maison, elle va être appelée par Sa Majesté qui va lui demander, qui va faire une requête auprès de la jeune femme pour lui demander de mener une enquête à propos d'un des membres de la famille royale. Je vais m'arrêter là pour le résumé. Alors, en fait, Georgie, c'est pas vraiment ça qui va se passer pour elle, mais bon, bref, voilà, c'est juste le petit truc, c'est, on va pas vraiment aller dans cette histoire d'enquête, on va aller dans une enquête, bref. Le personnage de Georgie, je l'ai trouvé succulent. J'ai adoré cette jeune femme qui a une très grande envie de liberté, alors que à cette époque-là, à Londres, dans la famille royale, c'est pas du tout possible. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que j'avais pas envisagé les choses sous cet angle. Elle est complètement désargentée, Georgie, et donc elle se retrouve un peu à la rue. Elle a pas de sous. Sauf que le truc, c'est que c'est pas possible pour elle de trouver un emploi lambda. J'y avais pas pensé avant, mais effectivement, un membre de la famille royale, même si ça n'est que la 72 millième branche d'une famille déjà assez grande, peut pas se permettre d'aller nettoyer des toilettes ou des choses, en fait, des emplois qui ne sont pas accessibles à des personnes de ce rang-là, en fait. Et c'est marrant parce que j'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Donc voilà, c'était intéressant de voir sous cet angle-là.
et de voir quels sont les subterfuges que la jeune femme va devoir mettre en place pour justement gagner un petit peu de sous, la pauvre, parce que sinon, en gros, soit elle se marie, soit elle fait rien du tout, parce qu'en fait, elle n'a pas tellement de choix. J'ai énormément aimé ce premier tome de Son espionne royale. Je n'ai pas le tome 2, mais je voudrais d'abord terminer tous les Cozy Mystery que j'ai dans ma palle. Il m'en reste plus beaucoup avant de racheter les Cozy Mystery. Mais clairement, pour un premier tome, je l'ai adoré. Je l'ai lu en lecture commune avec Barbara, qui l'a beaucoup apprécié aussi. J'ai quasiment lu, j'ai été interrompue, mais j'ai quasiment lu le tome en une fois. Hein. C'est quand même écrit assez gros et il fait 330 pages et ça se lit très, très, très facilement. Donc, une nouvelle saga que je commence parce qu'en gros, j'ai du mal. Là, en fait, c'est que des sagas et il y a 3 premiers tomes d'une saga et un deuxième tome dans ce que je vous présente. Et il faut absolument que je prolonge les sagas au-delà du premier tome, hein, maintenant. J'ai oublié de dire, mais la traduction a été faite par Blandine Longre, parce que j'avais dit aussi que j'essayais de penser à dire le nom des traducteurs, parce que ça joue effectivement sur la couleur du livre, en fait. J'ai lu ensuite le premier tome de Winter House Hotel de Ben Gutterson, que je viens juste de terminer chez Le Livre de Poche. D'ailleurs, c'est marrant parce que les 2 livres, je les avais eus dans ce... J'ai eu beaucoup de livres à un de mes anniversaires il y a 2 ans, bientôt 2 ans. Et ça faisait partie de ce fameux listing. D'ailleurs, sur les 4 livres, il y en a 3 qui font partie de mon anniversaire. Donc, comme quoi, c'était des super lectures, enfin des super choix. Bref, je m'égare. On va suivre ici une jeune fille qui s'appelle Elisabeth, qui vit avec son oncle et sa tante, qui sont absolument infects et qui sont très désagréables avec elle. Elle a perdu ses parents quand elle était plus jeune. Et elle voit bien qu'elle est un poids mort pour son oncle et sa tante qui lui font bien ressentir. Et un beau jour, elle reçoit une invitation pour aller à l'hôtel Winter House. Donc elle ne sait pas trop pourquoi, comment elle se retrouve à aller là-bas. Son oncle et sa tante se voient offrir un voyage pendant qu'elle part vivre dans l'hôtel pendant les vacances de Noël. Il saute sur l'occasion, il la fourgue dans un car. Hop là, emballé, c'est pesé avec un sac plastique avec 3 pauvres vêtements dedans. 10 $ ou je sais plus 30 $ en poche. Et c'est parti, mon kiki, débrouille-toi comme tu peux. La jeune Elisabeth a 11 ans, elle se retrouve complètement perdue dans son bus, la pauvre, elle part, elle arrive dans cet hôtel qu'elle ne connaît pas, avec que des gens qu'elle ne connaît pas, elle ne sait même pas pourquoi elle est là, et elle va partir à la découverte de cet hôtel et vivre les vacances, vous vous doutez, les plus merveilleuses de sa vie. Donc, l'histoire, c'est sur ce laps de temps, les vacances scolaires, les 3 semaines. Elisabeth va faire des rencontres, elle va rencontrer d'autres clients de l'hôtel, elle va rencontrer le gestionnaire de l'hôtel, bref, elle va vraiment lier des amitiés avec les personnes qui se trouvent dans l'hôtel à ce moment-là. Et c'était une lecture qui était extrêmement agréable. C'est pas un coup de cœur, mais je pense que c'est pas loin. J'ai adoré le personnage d'Elisabeth et j'ai adoré surtout le personnage de l'hôtel, en fait. Alors, le livre porte le nom de l'hôtel et c'est pas pour rien parce que cet hôtel est très important et il a vraiment sa personnalité propre. Après, au début, j'ai tiqué un peu parce que ça m'a fait beaucoup penser à Harry Potter, l'orphelin dans la famille rejetée qui se retrouve à partir ailleurs. Et il y avait beaucoup aussi de Nevermore. De Nevermore, il y avait vraiment une grosse couleur Nevermore. Après, ça change de direction, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même personnage. Elisabeth n'est pas Morrigan, elles ont pas le même tempérament, évidemment. Mais il y a quand même des faits un peu similaires. Il y a au moins un pitch de départ qui est le même. Et qui, au départ, m'a un peu dérangée justement parce que ça ressemblait trop. Mais au final, c'est une lecture hyper agréable. Ben Gutterson n'a pas du tout la même plume que Jessica Townsend. On est sur quelque chose d'un tout petit... Alors, c'est marrant parce qu'on est sur une plume... on est sur un fond plus jeunesse, mais sur une plume que j'ai trouvée un peu plus travaillée. Donc, c'est pas la même chose, même si le fond est plus dur, évidemment, dans Nevermore. Mais là, il y avait vraiment au niveau de la forme quelque chose qui était plus pas précieux, mais voilà, il y avait une plume plus travaillée. La traduction a été faite par Chloé Bristol et c'est traduit, non pas du tout, de Anne-Sylvie Aumasel. C'est Chloé Bristol, c'est les illustrations. Il y a quelques illustrations dans le livre qui sont super sympas. Je lirai le tome 2 avec grand plaisir, même si j'avais entendu Alex Bouquin en Prada, je crois, dire qu'elle avait moins aimé le tome 2. Mais je le lirai avec grand plaisir, il y a 3 tomes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers. Les couvertures d'ailleurs sont géniales, je trouve. On arrive maintenant dans le cœur des coups de cœur. Il y a les 2 lectures suivantes, ce sont 2 coups de cœur, mais ce sont 2 suites et début de saga. Donc j'attends vraiment de voir ce que donnera la suite et la fin de ces sagas. Mais
A priori, c'est quand même bien parti. J'ai lu le 3e tome de Lady Helen de Alison Goodman, Le Pacte des mauvais jours. Que vous dire de plus sur ce 3... C'est un 2e tome, pardon, j'ai pas précisé. Celui-ci, je l'ai fait en lecture commune avec Claire. Et celui-ci, je l'ai fait en lecture commune avec Jessica. Donc, dans ce tome-ci, on va continuer à suivre Lady Helen, qui est une jeune femme à l'époque victorienne. Donc, dans le 1er tome, elle était coincée vraiment dans un espèce de carcan sociétal avec très fort, avec cette injonction qu'il y a, qui est mise sur les jeunes femmes. Tout ce à quoi elles doivent correspondre, d'être tempérées, d'être calmes, de savoir se tenir, de savoir faire de la broderie, de savoir faire de la musique, mais pas trop, de parler, mais pas trop, de rire, mais pas trop. Bref, d'être, mais pas trop. Et en fait, dans le 1er tome, la jeune femme, la jeune Lady Helen, va découvrir un tout autre univers qui est complètement, j'allais dire fantastique, mais qui est de la fantaisie. C'est de la fantaisie victorienne. Je me suis posé la question, est-ce que c'est de la fantaisie ou du fantastique? Mais vu comment ça part après, clairement, c'est de la fantaisie. Et à la fin du 1er tome, vraiment, on finissait qu'est-ce qui va se passer. Et là, on en sait un peu plus sur cet univers, on en sait même beaucoup plus. J'ai eu un petit peu de mal au démarrage parce que je l'ai trouvé un petit peu lent à se mettre en place. Un peu comme le 1er tome, en fait. C'est un peu un diesel, c'est-à-dire au début, on replace tous les éléments de ce qui a pu se passer dans le tome 1. Et on va dire à la moitié du tome, il y a des révélations qui sont faites. Et là, ça explose de partout et toute la fin m'a tenue en haleine et je l'ai lu mais quasiment d'une traite, j'ai adoré. Avec ce qui se passe à la fin du tome 2, j'ai bien évidemment très envie de lire le tome 3 que j'ai commandé et que je terminerai en juin. C'est la première fois que je fais que je vais vraiment enchaîner une saga aussi vite en fait, parce que d'habitude je laisse traîner vraiment les tomes sur plusieurs mois voire années. Mais là, j'ai trop envie de les enchaîner et finalement, je pense que les sagas, j'ai envie de les mener plus rapidement maintenant parce que sinon, je perds des éléments et je trouve ça un peu dommage, on perd le rythme. Je trouve que c'est pas du tout, c'est la réflexion qu'on s'est faite avec Jessica, ce n'est pas une lecture young adulte. Moi, je pense qu'on est plutôt sur de l'adulte. Il y a des choses quand même qui sont hyper gore et il y a des choses qui sont plutôt dures. Donc, je pencherai plutôt sur young adulte, mais bien à la limite de l'adulte, quoi. J'ai adoré la plume d'Alison Goodman, qui a été traduite, je l'ai dit, par Philippe Giraudon. Non, je ne l'ai pas dit. Et c'est vraiment une saga. Ce 2e tome vient me conforter dans l'idée que c'est pour l'instant, je suis sur du coup de cœur. Donc je ne sais pas ce que va donner le tome 3, mais j'en ai des meilleurs retours encore que du tome 2. Donc j'imagine que ça va être l'explosion. Je suis en train de regarder la 4e de couverture du dernier livre. Et je pense même que je vais vous en dire moins que ce qui est marqué dans la 4e de couverture, parce que justement, c'était intéressant. Enfin, moi, j'avais pas. Je sais même pas si je l'avais lu. Je pense que je ne l'avais pas lu en fait. Le coup de cœur intersidéral que j'ai eu, c'est pour le 1er tome des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett chez Albin Michel Imaginaire, qui a été traduit par Laurent Philibert Keya, n'importe quoi, je ne sais plus lire. C'est parce que je suis tellement fascinée par cette saga que ça y est, je ne sais plus lire en français. Je l'ai lu en français, mais bref. On va suivre ici une jeune femme qui s'appelle Santia, qui habite dans un monde complètement de fantaisie, complètement imaginé. Alors, on est sur de la fantaisie plutôt à teinte médiévale, mais je dirais médiévale avec plutôt italienne. J'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu à une ambiance italienne vénitienne, on va dire. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais je pense que c'est au niveau de la géographie, comment c'est décrit, le team building, comment il est fait. Le world building, pas le team building, je me fatigue. Le world building, comment il est construit, je pense que ça m'a fait penser à l'Italie. Donc on va suivre ici une jeune femme qui s'appelle Santia, qui vit dans un quartier pauvre et qui est une voleuse professionnelle. Et on va l'embaucher pour aller voler un objet qui se trouve dans un endroit qui est gardé. On n'en sait pas tellement plus. On suit vraiment cette jeune femme au départ qui arrive. Comment est-ce qu'elle s'y prend pour aller pour déjouer l'attention des gardes, pour aller voler cet objet. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Qu'est-ce que ça va emmener? On comprend très vite que dans ce monde-là, Santia a une faculté et que c'est pas la seule à l'avoir. On est dans un monde où il y a des enluminures. Les enluminures, qu'est-ce que c'est? Ça va être des écritures qu'on va mettre sur des objets et qui vont transformer l'utilité première de cet objet. Mettons par exemple, je viens enluminer une fourchette et en enluminant cette fourchette,
je lui fais croire qu'elle a la capacité, par exemple, d'un couteau, et en changeant la capacité de cette fourchette, elle va se mettre à couper. Parce qu'elle, elle croit. Alors, c'est très bizarre parce que c'est très crédible la façon dont c'est fait. Les objets ne pensent pas, les objets n'ont pas leur pensée propre. Mais par contre, les objets ont une fonction et on entend un peu leurs pensées, mais leurs pensées ne sont pas autonomes. C'est-à-dire, elles vont pas se dire, elles vont pas être dans la métaphysique, elles vont pas être là dans la philosophie, pourquoi je suis, où j'erre. Non, non, l'objet pense binaire, c'est-à-dire en gros, par exemple, on illumine une fourchette, on illumine une masse pour lui faire croire qu'elle est beaucoup plus lourde que ce qu'elle n'est. Et ben la masse va se dire je suis lourde, je suis lourde, je suis lourde, et donc va peser plus lourd et va aller par exemple plus loin. Par exemple, quand on la lance, elle va pas être plus lourde à porter, parce que ça ne change pas l'objet en lui-même, mais par contre, quand il va avoir un impact, il va être beaucoup plus percutant, par exemple. Si on lui fait croire qu'elle a 36 fois son poids, elle va péter un mur 36 fois plus fort que si elle avait uniquement son propre poids de masse. Donc, c'est super bien fait, et c'est la façon dont l'univers est construit fait que on ne se pose pas la question. J'ai lu en lecture commune avec Claire, pas la même Claire, mais une autre Claire, et on ne se pose pas la question de... on s'est fait cette réflexion-là avec Claire que c'est très naturel en fait. Alors moi je me suis dit peut-être que j'ai été trop bercée à La Belle et la Bête, et donc du coup les objets qui parlent c'est pas problématique, mais la façon dont c'est construit dans cet univers-là, c'est très crédible. La plume de Robert Jackson Bennett fait que ça passe crème, l'univers on s'y plonge très facilement. C'est quand même assez soutenu, mais on s'y plonge très facilement. L'univers est assez dense et pourtant, je me suis pas sentie perdue dans cet univers-là que j'ai trouvé très clair et très cohérent. Et surtout, ce qui est très très fort, on a trouvé, parce qu'on était assez d'accord avec Claire, c'est que l'attachement au personnage s'est fait extrêmement vite. Parce qu'on va suivre Cynthia, mais on va pas suivre qu'elle. On va suivre aussi un autre personnage. Alors, est-ce qu'on va... On suit un autre personnage, enfin on en suit plusieurs, mais on suit surtout 2 personnages au départ. Et effectivement, on s'est attaché très très fort aux 2 personnages tout de suite. Enfin, on en suit 3, mais bon, bref, vous verrez. Si vous n'êtes pas habitué à lire de la fantasy, c'est quand même un peu dense. Donc, si vous n'en avez jamais vraiment lu, c'est quand même un peu... Ça peut paraître un peu complexe, mais on s'y met quand même assez facilement. Si vous êtes habitué à la fantasy, voilà, c'est de la fantasy de très 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 grande qualité. Moi j'ai le tome 2 et le tome 3 dans ma palle. Donc autant vous dire qu'en juin, il y a le tome 2 qui y passe. Très certainement en juillet, il y a le tome 3 qui y passera. Parce que tous les retours que j'ai sont extrêmement positifs sur la suite de cette saga et sur l'ensemble. Moi j'ai beaucoup aimé. Je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout regardé la couverture et qu'en fait elle est très révélatrice de beaucoup de choses cette couverture, mais qu'on la comprend au fur et à mesure qu'on lit, et j'ai trouvé ça très chouette, même si je trouve que le personnage de Cynthia a l'air pas content, alors qu'elle est plus gentille que ça en vrai, mais elle est beaucoup plus douce et beaucoup plus abordable qu'elle n'a l'air sur cette couverture. L'auteur nous met en place également, alors il y a une histoire en gros sur le premier tome, mais il va venir nous distiller un petit peu des choses sur l'univers et sur potentiellement ce qu'on va pouvoir retrouver après dans le tome 2. Bon, ouais, ayant le tome 2 et le tome 3, j'ai vu leur titre, et donc je sais à peu près sur quoi on va partir, mais on sent qu'on va partir sur quelque chose de plus profond, même si en lui-même le tome 1 est déjà une histoire en soi. Ce n'est pas que la mise en place de l'univers, c'est aussi une histoire, et donc c'est hyper intéressant. Vous l'aurez compris, j'ai adoré cette saga, et j'ai adoré Robert Jackson Bennett, et j'ai adoré les personnages, et j'ai tout aimé dans ce livre, que je ne peux évidemment que vous recommander. Le livre a super bien, on se faisait aussi cette réflexion-là, c'est que le livre a super bien vieilli, c'est-à-dire que je l'ai lu, alors je ne l'ai pas piétiné, mais j'ai quand même, voilà, je l'ai quand même trimballé, et il n'a pas bougé, il est tout neuf, le dos ne s'est pas cassé, voilà. J'aime beaucoup ce format qui est proposé par Albin Michel Imaginaire, qui est pas tout à fait le même, qui n'est pas le format poche, mais qui n'est pas un grand format. Voilà, c'est un format Albin Michel Imaginaire. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture qui, vous l'aurez compris, aura été un update lecture de l'amour, parce que j'ai eu vraiment que des lectures génialissimes et j'en étais trop contente. Maintenant, il me reste plus qu'à poursuivre mes sagas et donc arrêter d'en commencer, parce que là, finalement, sur 4 livres, j'ai commencé 3 sagas et j'en ai continué une. Mais ça fait partie de mes challenges pour les prochains mois, c'est de terminer les sagas, parce que là, ça déborde. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement si vous aussi vous êtes des adeptes de je commence 50 000 sagas mais je ne les termine jamais, ou si au contraire vous aimez bien quand vous commencez une saga aller d'un bout à l'autre
sans en commencer d'autres et vraiment en enchaînant les tomes. Quel team êtes-vous? Êtes team je termine jamais ou je termine, je lis au fur et à mesure? Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans un prochain update. Salut!